Europe 1. On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. En 2015, à Nieul-sur-Mer, près de La Rochelle, Marie-Josée, 71 ans, et sa fille Elisabeth, 47 ans, fomentent un plan redoutable. Mettre le feu à leur maison et emporter dans l'incendie toute la famille, y compris le frère d'Elisabeth, Marc, et y compris aussi sa fille Elsa, 2 ans et demi. Mais leur plan échoue. La mère, la fille et la petite fille sont sauvés par les pompiers. Seul le frère, Marc, meurt asphyxié par les émanations de monoxyde de carbone. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction d'Elisabeth Silva et de sa mère, Marie-Josée Marquet. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de Latte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 21 novembre 2015, les pompiers de La Rochelle reçoivent un appel affolé. Venez vite chez les Silva. Il y a le feu. Des flammes énormes. Les pompiers défoncent une fenêtre et ils découvrent 2 femmes, une enfant et un homme inanimé. La scène est étrange, un frigo bloque la porte d'entrée pour empêcher toute intrusion. Et l'appartement sent le white spirit. Le mort s'appelle Marc Silva. C'est un ancien policier de l'OCRB, l'Antigan. Il est mort asphyxié par la fumée. Sa mère Marie-Josée, sa sœur Elisabeth et sa nièce Elsa, 2 ans et demi, sont sauvés par les pompiers. Les gendarmes comprennent que l'incendie était intentionnel. La famille Silva avait élaboré un scénario complètement fou. Un suicide collectif. Madame Silva, vous êtes la maman d'Elsa. Comment est-ce que vous avez pu imaginer un tel scénario? Pourquoi est-ce que vous avez voulu tous vous suicider? Monsieur, je vous le dis, mais personne ne me croit. Mon ex-mari l'a abusé sexuellement de ma fille, j'en suis certaine. Je l'ai dit à la juge, mais elle m'a pas cru. Elle a même laissé à mon mari le droit de voir Elsa. C'est criminel de sa part. Alors j'étais à bout, et avec ma mère et mon frère, on a pensé que pour sauver Elsa, le mieux c'était de tous rejoindre le Seigneur. Tous. Il s'agit d'une rupture conflictuelle entre une femme et son compagnon. Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. Ils sont parents d'une petite fille. Et progressivement, cette femme va imaginer, avec des interprétations, avec des intuitions, en voyant sa fille dans certains moments, notamment quand elle revient de la garde de chez son père, une fille qui aurait des comportements qu'on peut qualifier pratiquement de sexuels, c'est-à-dire une enfant qui finalement aurait par moments, avec ses mains, des gestes pouvant être associés à une dimension de masturbation au niveau vaginal. Et de là s'élabore qu'au cours des contacts et des relations qu'elle peut avoir avec son père au moment des droits de visite et de garde, que son père puisse être incestueux. Ça, c'est le postulat de départ de la mère de l'enfant. Dans le dossier, il n'y a rien en faveur d'une telle appréciation, si bien que malgré les requêtes auprès du juge des enfants, l'enfant continue à être régulièrement confié au père. Donc, il n'y a rien dans le dossier qui peut démontrer que ce que la mère a dans sa tête par rapport à ce qu'elle dit voir
du comportement de sa fille puisse correspondre à quelque chose qui pourrait être répréhensible avec une relation de type incestueuse de la part du père, c'est-à-dire de l'ex-compagnon. Code B13. Expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Elisabeth Silva argumente que son ex-compagnon frappait sa fille. Elle ajoute « Ma fille a subi des abus sexuels, elle se dénudait, elle enfonçait ses 4 doigts au fond de la gorge, elle s'introduisait des doigts dans l'anus. Quand elle revenait d'une visite chez son père, elle était perturbée. » Je suis persuadé qu'elle va s'auto-convaincre que son époux est quelqu'un de dangereux. Maître Michel Cocoynac, avocat du père d'Elsa. Je crois qu'il a le sentiment de vivre avec quelqu'un, qui a la main mise sur la gamine, qui est complètement barré parce qu'elle se raconte une histoire. L'exemple, on en est arrivé à ça, c'est que quand on voit un enfant qui dessine sur un poupon avec un crayon rouge, ça ne veut pas dire que l'enfant est battu par le père. Quand j'ai un enfant qui va dessiner sur des murs avec un crayon noir, ça ne veut pas dire qu'il porte le deuil de quelqu'un. Donc en fait, elle avait des raccourcis. Et ça, c'est le bagage intellectuel de la dame Silva. Elle a fait des études en psychologie, elle se dit percepteur extrasensoriel. Donc en fait, elle a la science infuse. Et dans la manière de se présenter comme victime, elle arrive à convaincre son interlocuteur de ce qu'elle perçoit correspond nécessairement à la vérité. Madame Silva, à l'époque, l'épouse Misrali, va s'amuser à envoyer une lettre à tous les clients de Monsieur Misrali avec l'information sur laquelle c'était un pédophile. Ce qui veut dire en fait qu'en plus de ça, elle veut saper sa notoriété, elle veut saper sa réputation et elle veut saper son honneur. Mais je reste persuadé qu'il fallait le tuer socialement. Elle est convaincue qu'elle fait l'objet de maléfices de son ex-compagnon et que la justice est de mèche avec son ex-compagnon. Je me souviens que quand je la vois, dans ses premiers mots, elle me parle beaucoup de sa mère. Je perçois une influence très importante de sa mère. Maître Alexandre Novion, avocat d'Elisabeth Silva. Une petite femme menue, au physique agréable, très brune, avec de grands yeux bleus, d'un bleu céruléen, avec une peau mate, et qui parle évidemment entre des crises de larmes, qui est extrêmement déprimée, et qui me parle beaucoup de sa fille, la petite Elsa. Elle s'inquiète de sa fille, elle voudrait avoir des contacts avec sa fille. Elle voudrait pouvoir lui écrire, elle voudrait pouvoir lui parler, elle voudrait pouvoir lui expliquer comment les choses en sont arrivées là. Ce qui est frappant aussi chez cette femme, dans sa détresse, c'est qu'on voit qu'elle, dans sa manière de parler, elle remue des images et des mots en blanc et noir, extrêmement manichéens. Il y a d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. Sa mère, c'est une sainte de vitrail, telle qu'elle me la présente. Sa fille, c'est un ange, évidemment, ça c'est incontesté. Mais le père de sa fille, c'est un démon, c'est un être diabolique. Elle considère que si les choses en sont arrivées là, et c'est parce que le père d'Elsa est un être dangereux pour l'équilibre de sa fille, et qu'il fallait absolument mettre une distance entre cet homme et sa fille. Code B10. Expertise psychiatrique du docteur Dandelot. Elisabeth Silva a 48 ans. Ses parents se sont séparés quand elle était enfant. Elisabeth Silva avait un frère aîné. Il est décédé lors des faits. Elle l'évoque ainsi. « Mon frère était un homme admirable, stable, très généreux. Il a toujours tout donné à sa famille. Il a pris le relais de mon père quand il a laissé toutes ses dettes à la famille. Marc était policier.
Il a servi dans une affaire classée secret défense. J'ai reçu le soutien des têtes couronnées. La reine d'Angleterre a été d'un soutien immense. C'est une famille qui donne l'impression vraiment d'être au bout du voyage, d'être au bout de tout. Ils sont dans un appartement qui est tout proche du presbytère de ce village des Charentes-Maritimes. Ils sont rencognés derrière leurs volets. Les voisins diront qu'ils les ont quasiment jamais vus, que les volets étaient toujours fermés, que ces gens avaient l'air de gens qui s'étaient finalement presque séquestrés volontairement. Ils sont à bout de souffle, en quelque sorte. La mère et la fille sont engagées dans un combat éreintant, un combat pour la garde de la petite Elsa, mais surtout un combat plus que pour la garde de la petite, un combat pour que le père n'ait plus aucun rapport, n'ait plus aucune possibilité de contact avec la petite. Le frère a lui aussi une personnalité particulière. C'est un ancien de la police qui a quitté la police dans des conditions très spéciales, puisqu'il a eu le sentiment qu'il était victime d'une sorte de complot, qu'on faisait tout pour l'empêcher de surmonter et d'y arriver dans les enquêtes qui lui étaient confiées. Il a une espèce de volonté de croisade anti-pédophile. Il projette et il reporte pas mal de ses échecs sur le combat que sa sœur mène pour récupérer sa fille, en tout cas pour ne pas donner sa fille au père. Code P13. Expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. La famille Silva fonctionnait apparemment sur un mode pathologique, chacun se laissant imprégner des convictions personnelles et contagieuses, de concert avec les autres membres de la famille. C'est une cellule dans laquelle les enfants fusionnent énormément avec la mère. La mère est une divinité, hein. Pour Elisabeth et Marc, on peut même dire que c'est une sorte de gourou en jupon. D'ailleurs, lorsque on va trouver la mère et la fille en partance, je dirais, pour le ciel, on s'apercevra que tout près du canapé sur lequel elle s'était endormie, il y avait une Bible. Elisabeth Silva, lorsqu'elle entend sa mère, et lorsque sa mère parle, je pense depuis sa plus tendre enfance, la voix de sa mère agit sur elle avec une force incroyable. C'est une enfant qui a été élevée dans les cantiques, dans le son des orgues, dans les silènes, dans les vitraux, dans les versets de la Bible. Nous avons des gens, si vous voulez, qui sont sans arrêt en train de penser qu'il y a des forces cachées, des forces de l'au-delà, des mauvais génies, des forces diaboliques, disons-le, qui soufflent impunément sur les événements pour, quelque part, contrecarrer systématiquement leurs désirs. Ce qui fait que nous avons des gens extrêmement complotistes et qu'ils sont dans cette pénombre, dans ce petit logis, comme effectivement conduits avec psychologiquement de véritables mentalités d'assiégés. Retrouvez Christophe Andelat pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Europe 1.
On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Code B13. Expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Marie-Josée Marquez affirme qu'Elsa, à chaque retour de chez son père, était méconnaissable. Elle criait et elle pleurait. En consultation médicale, elle s'accrochait à sa mère, refusant de parler au médecin. Ainsi, cet enfant était, selon elle, de plus en plus mal. Maître Patricia Coutan, avocate de Marie-Josée Marquez. Elle a l'apparence de n'importe quelle grand-mère sympathique, tout en ayant quand même un fort caractère, ça se voit, tout en étant extrêmement volubile. Hein. C'est difficile de faire des entretiens d'1 heure avec elle, c'est vraiment, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'elle a besoin de développer, qu'elle a besoin de réponses sur énormément de choses, parce qu'elle est très angoissée en fait. Donc, qui dit beaucoup d'angoisse dit beaucoup de questions, et moi en fait je suis son avocat, je suis la seule qui aille la voir au parloir, donc je suis sa bouée de sauvetage. Elle s'accroche à moi, comme on fait souvent avec un avocat, c'est notre métier, mais là quand il y a personne d'autre autour, voilà. Donc quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui a du caractère, et quelqu'un qui a un millier de questions et pas trop de réponses. En même temps, il m'apparaît assez vite qu'elle est vraiment totalement effondrée par ce qu'elle a fait. Je veux dire, elle n'est pas du tout dans la revendication de son acte, à dire on n'avait pas le choix, etc. Elle me dit on n'avait pas le choix, mais elle me dit aussi que c'était pas la bonne solution. Et elle me dit bien dans son discours, je ne voyais pas à ce moment-là d'autre solution. Donc il y a quand même une autocritique. Mais elle n'arrive pas à analyser tout ce qui précède l'acte et à se dire peut-être qu'on a pu mal interpréter. Oh, maître, je suis heureuse que vous m'écoutiez. Parce que si on en est arrivé à cette situation, c'est parce que ça fait des années qu'on ne nous écoute pas. Mon fils était un bon policier, un très bon. Il avait soulevé des affaires si bizarres que c'était du secret défense. Et puis ils l'ont viré de la police parce qu'il avait mis à jour un secret d'État. Et on a été obligé de fuir en Angleterre. Et puis aux États-Unis. Marc, c'était le flic. Elisabeth, ma fille, c'était un médium. Elle sentait les choses. Elle aidait son frère dans les enquêtes. Alors, je peux vous l'expliquer, mais vous n'allez pas le comprendre, et je ne l'ai pas compris, et je pense que personne ne peut vraiment comprendre, en fait, la logique de tout ça. Parce qu'en réalité, je pense qu'il n'y a pas de logique. Sa logique à elle, c'est de me dire, nous avons, pendant des années, été victimes d'un certain nombre de choses, et notamment de ce qu'elle appelle un déni de justice. Elle veut dire par là, la justice ne nous a pas entendus, la justice ne nous a pas soutenus, la justice ne nous a pas protégés. Et là, elle parle de toute cette histoire dans laquelle la famille s'est sentie traquée, poursuivie, menacée, a pris la fuite à l'étranger, etc. Et donc elle dit, la justice n'a pas été là pour nous. Et quand arrive cette petite Elsa dans la famille, et que la famille va se retourner en quelque sorte contre le père de cette petite fille, qui devient le mauvais objet, on ne sait pas trop pourquoi finalement, mais du jour au lendemain, Monsieur Mistrali devient persona non grata. Là, ce que fait cette famille, c'est qu'elle se tourne à nouveau vers la justice, juge des enfants, etc., assistante sociale, enfin voilà, on appelle à l'aide les institutions en disant il y a un problème, notre enfant est en danger. La justice à ce moment-là va réagir, mais pas comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que la justice réplique en disant cette petite fille effectivement vit un danger auprès de sa mère et pas auprès de son père. Et là, c'est ce que Madame Marquez appelle un déni de justice transgénérationnel. Elle me dit, mais alors, à ce moment-là, nous, on comprend que ce déni de justice, cette chose qu'on se traîne, qui nous colle aux pieds depuis des années, va se répercuter aussi sur Elsa et que Elsa va être elle également, victime d'un déni de justice. Et ça leur est insupportable. L'étape suivante, c'est, pour sauver Elsa, il n'y a plus aucune solution. On ne peut pas fuir à l'étranger avec elle parce qu'on a une interdiction de quitter le territoire. Donc on est au pied du mur. Donc la seule solution pour sauver Elsa, ce sont leurs termes, pour sauver Elsa, il faut qu'on parte tous ensemble. Voilà. Il faut qu'on parte tous ensemble, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne la mort tous ensemble.
on va dire à cette femme et à sa fille d'ailleurs, tuer un enfant, ça ne le sauve pas. Enfin, ça paraît quand même quelque chose d'évident. Elle en convient parfaitement. Mais elle en convient après coup. Parce qu'elle voit les dégâts, parce qu'elle voit qu'elle a perdu son fils, parce qu'elle voit qu'elle a perdu sa petite fille, et que d'ailleurs la petite fille est élevée par le père. Donc en fait, le résultat est à l'opposé de ce qu'elle avait comme objectif. Mais ce qu'elle m'explique, et là moi je la crois à 200%, c'est qu'en fait, au moment de cette prise de décision, on ne voit pas d'autre solution que la mort. Parce que d'abord, elle est dans un fonctionnement psychique bien ancré depuis des années et qu'ils sont trois à raisonner dans le même sens, qui est probablement pas le bon, mais qui est le leur, et que le désespoir fait qu'à un moment, il y a une souffrance psychique qui est telle qu'on n'arrive plus à raisonner autrement et qu'on n'arrive plus à envisager d'autres possibilités. Marie-Josée Marquez, la grand-mère, a 73 ans. Et sa vie de mère de famille a été douloureuse, car en 1965, elle a perdu une fille, mort-née. Elle va se marier assez jeune et elle va donner naissance à un enfant mort-né de 7 mois et demi. Alors ça, c'est quelque chose sur quoi on est passé très vite dans le dossier, mais moi je pense qu'une jeune mère qui commence sa vie de mère comme ça, c'est un élément hyper traumatisant. Et puis 7 mois et demi, donc c'est un enfant qui est prêt à naître, carrément. Donc il va y avoir cet événement-là qui est absolument dramatique. Elle a un arrêt de travail assez court, il faut qu'elle reprenne sa vie, donc ça c'est quelque chose qui lui a causé beaucoup de mal. Et ensuite, elle va donner la vie à Marc. Et donc elle dit, Marc, c'est la prunelle de mes yeux. Mais bien sûr, parce que c'est un bébé qui répare la mort du bébé précédent. Et donc c'est l'aîné. Il arrive après ce bébé mort-né. Donc évidemment, Marc est quelqu'un d'extrêmement cher à son cœur et peut-être une partie d'elle-même en quelque sorte. Ensuite viendra Elisabeth, qui est tout aussi importante que son frère à ses yeux, bien sûr. Mais il va aussi y avoir un autre événement, puisqu'elle va devoir faire un avortement thérapeutique à plus de 4 mois de grossesse, donc très tard encore, pour un bébé qui n'est pas viable. Donc, dans sa vie de mère, elle a déjà vécu 2 deuils qui sont des deuils quand même extrêmement douloureux, qui peut-être n'étaient pas très bien accompagnés à l'époque. On se souciait moins de ces événements-là qui faisaient partie de la vie, en quelque sorte. Le psychologue considère que sa relation à ses enfants, qui est extrêmement fusionnelle et qui sont presque une partie d'elle-même, elle est notamment liée à ça, parce que voilà, elle a perdu 2 bébés et que les 2 autres font partie d'elle et qu'elle ne peut pas s'en détacher. Et elle va vivre finalement sa vie de femme adulte avec ses enfants. Ils vont habiter très souvent ensemble, alors qu'à un moment, normalement, les enfants prennent leur envol et vivent leur propre vie. Code B13. Expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Après 24 ans de mariage, Madame Marquez demande le divorce car elle a compris que son conjoint la trompe. Elle n'a pas refait sa vie. À ce moment-là, je pense qu'il se joue quelque chose dans le noyau familial, parce que le mari devient le mauvais objet, un peu comme quelques années plus tard, Monsieur Mistrali, finalement. Une personne du clan devient le mauvais objet. Les enfants doivent voir leur mère en très grande souffrance. Et quand on voit quelqu'un qui souffre, notamment un parent, on se colle à ce parent et on essaie de le réconforter. Donc à ce moment-là, il va y avoir une vraie cellule familiale, Madame Marquez, Elisabeth et Marc Silva, dont est exclu leur père. Voilà. Et là, à partir de ce divorce-là, je pense qu'il y a vraiment un noyau, une cellule clanique, oui peut-être, de 3 personnes qui se créent et qui se soudent, et qui va se souder d'autant plus que dans l'adversité, on va se souder de plus en plus et être de plus en plus proches les uns des autres. Code B13. Expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Elisabeth Silva relate comment la famille a imaginé un suicide collectif. Elle dit « Mon frère, ma mère et moi, ainsi que ma fille, avions dîné. C'était aux environs de 20h, je pense. Après le dîner, je suis resté avec ma fille, je l'amusais, je dansais avec elle dans mes bras. Mon frère et ma mère étaient dans la cuisine. C'est là que tout s'est décidé. Mon frère ne voulait plus que l'on souffre. » Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. Et ils sont tous, finalement, là, d'accord là-dessus. Ils préparent donc des médicaments qui pilent, qu'ils mélangent à de l'alcool,
qui mettent dans le biberon de l'enfant. Les deux femmes en prennent et le frère dit avant d'en prendre « j'ai quelque chose à faire avant ». Et apparemment, il va mettre des bidons de white spirit qu'il va déverser à l'étage et il va mettre le feu. L'incendie va sauver l'enfant et les deux femmes, mais le frère va mourir par l'intoxication à l'oxyde de carbone. Code B10. Expertise psychiatrique du docteur Dandelot. Elisabeth Silva a une relative conception de la mise en danger de sa fille. Pour elle, la principale raison de ce geste reste les agressions commises par le père de l'enfant et qu'il fallait à tout prix cesser pour le bien de sa fille. Madame Silva ne peut pas s'exclure de cet échafaudage en empruntant une fausseté du jugement assez criant. Maître Alexandre Novion, avocat d'Elisabeth Silva. Comme toujours, il n'y a pas une seule cause. Il y a plusieurs facteurs qui vont quelque part se conjoindre. Il y a d'abord, incontestablement, et tel que le verra le psychiatre, le docteur Bonan, une dépression. Sur l'échelle de la dépression, elle a descendu à peu près tous les barreaux. Elle est ensuquée, elle est tout en bas. La veille des faits, elle a à peu près la force d'une centenaire convalescente. Elle est au bout du rouleau. Je crois que c'est là que le fanatisme religieux de la mère joue un rôle qui est un rôle d'une densité incroyable. C'est que finalement, pour cette femme qui est totalement imprégnée par et totalement dévote et fanatique, la mort n'est qu'une ouverture sur l'au-delà. Donc à partir de là, vous avez une Elisabeth Silva éreintée, un frère qui se sent au bout du chemin puisque toutes ces tentatives pour faire reconnaître son combat de policier a échoué. Vous avez une Elisabeth Silva qui a consacré une énergie folle à écrire un livre qui s'appelle « Les piliers de la sagesse », dans laquelle elle évoque le combat de son frère, son propre combat. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se battent, ils se battent individuellement, mais quand il y en a un qui se bat, l'autre est totalement dans son combat. L'autre est quelque part totalement innervé par le combat de la mère ou du frère. Comme si finalement, il y avait une sorte d'unité mentale dans cette famille qui faisait que chaque fois, quand il y en a un quelque part qui souffre, l'autre tremble. Enfin, ils sont totalement reliés. Et finalement, celui qui va matérialiser les actes concrets, les actes nécessaires à la disparition familiale, c'est quand même en tout cas le frère qui va acheter tout le matériel de combustion, le white spirit, tous les éléments qui sont destinés à incendier le logement. C'est le frère qui s'en occupe. Et il n'a jamais été vraiment démontré que Elisabeth Silva ait été véritablement au courant, ou en tout cas dans ce dessein particulier de partir dans le feu. Quatre ans après l'incendie de l'appartement qui a entraîné la mort de Marc Silva, sa mère et sa sœur sont jugées devant la cour d'assises de Saintes. Marie-Josée Marquez et Elisabeth Silva sont lourdement condamnées. 15 ans et 20 ans de prison. Un an plus tard, mère et fille sont rejugées en appel. Et elles n'ont pas bougé d'un iota. Elles croient toujours que le père de la petite Elsa était un danger pour l'enfant. De mon point de vue, il y a zéro remise en question. Maître Michel Cocoynac, avocat du père d'Elsa. Là, je perçois de mon côté de là-bas qu'on avait deux dames.
la dame Marquez et la dame Silva, qui étaient inamovibles dans leur certitude. Donc avec ça, il faut faire avec. On a eu un même positionnement, premier dossier, première instance et session d'appel. Le même. Donc leur dire qu'elles se trompent, et je pense que là le psychiatre peut le dire, dès l'instant où on est sur un fonctionnement qui est paranoïaque, vous pouvez démontrer à un paranoïaque qu'il a tort ou en tout cas qu'il se fait de la vérité une perception particulière, vous pouvez lui dire par A plus B, lui démontrer, vous serez aussi dans le processus de paranoïa puisque finalement vous essayez de lui faire croire à quelque chose auquel il ne peut pas adhérer. Donc je sais pas comment on peut s'en sortir. Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. On est dans le sens qu'il faut surtout les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport à la justice. Sinon, elles sont dans une toute-puissance. Et que ce qu'elles font est normal. Parce que la justice ne fait pas son travail, donc elles le font à la place de la justice. Et c'est pour ça que pour les paranoïaques, ma position est très claire. Certes, il y a une maladie. Certes, il y a un délire. Mais il faut absolument qu'ils soient confrontés à la réalité, car ils sont en dehors de la réalité. Mais il faut que cette réalité puisse être donnée par rapport à la loi. Et que c'est la loi qu'il faut que chacun d'entre nous respecte, et que c'est la loi qui peut permettre qu'ils rentrent plus ou moins dans les rails. Faites entrer les accusés. Ce qu'il aurait fallu, dans l'idéal, pour qu'elle soit défendue au mieux, c'est qu'elle change de discours, Maître Patricia Coutan, avocate de Marie-Josée Marquez. qu'elle ait un autre discours à l'audience qui consisterait à dire « j'allais très mal, j'ai complètement déliré, je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là, et maintenant je vois bien qu'effectivement c'était du grand n'importe quoi ». Mais c'est impossible, puisque son mode de fonctionnement psychique, son mode de raisonnement n'a pas changé. Et que revenir sur ce qu'elle pense, ça serait mentir, et que c'est pas quelqu'un qui ment, Madame Marquez. Elle est entière, elle dit ce qu'elle pense, donc elle va pas jouer la comédie pour être mieux jugée. Il n'y a pas d'évolution entre le premier et le deuxième procès, parce qu'il peut pas y en avoir. Et je pense que s'il y avait un troisième procès, il y aurait pas plus d'évolution. Et comme l'expliquait d'ailleurs un des psychiatres, le trouble délirant paranoïaque, il va arriver plutôt vers la quarantaine, et plus il évolue, et plus il est ancré. Donc on ne peut pas espérer de changement dans l'analyse des choses, quoi. Elisabeth Silva, Maître Alexandre Novion, avocat d'Elisabeth Silva. elle n'a pas pu se présenter de la meilleure façon et elle a au contraire montré un visage et un comportement qui a inquiété au lieu de rassurer. La justice, elle apporte nécessairement, quand on l'inquiète, des réponses défavorables. 3 psychiatres expertisent la grand-mère, Marie-Josée Marquez. Mais leurs conclusions sont divergentes. Le premier retient une altération de son discernement, le second aussi, mais le troisième en revanche retient une abolition du discernement. L'avocate de Marie-Josée Marquez s'engouffre dans ce flou des expertises. Donc on a des experts altération, des experts qui retiennent l'abolition, et dans le doute, quand on est dans la zone grise et où on ne sait pas trop finalement où se situer, eh bien dans le doute, on va reconnaître la responsabilité pénale et juger quelqu'un pour altération, alors que peut-être il devrait être jugé en tant que personne abolie. Et ça me semble quand même un peu contraire, même totalement contraire au principe fondamental de la justice, qui est que le doute, y compris sur la question psychique, doit profiter à l'accusé. Avant que la cour ne se retire, comme c'est l'usage, Elisabeth Silva a la parole en dernier. Et elle adresse un message à sa fille, qui, évidemment, 6 ans et demi, n'est pas là. Je te demande pardon, Elsa. Sois libre, heureuse et en bonne santé. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Et comme en première instance, Elisabeth Silva est condamnée à 20 ans de prison et sa mère Marie-Josée Marquez à 15 ans. Elisabeth Silva est aussi déchue de l'autorité parentale sur sa fille Elsa.
C'était On de Latte raconte Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Réalisation Guillaume Vassaux. Retrouvez On de Latte raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.